Validé lors d'un atelier national du processus de réforme foncière en RDC par plusieurs parties prenantes à Kinshasa en novembre dernier, le document de politique foncière a été adopté au 49e Conseil de ministres. Au cours de ces conseils, le ministre des Affaires foncières Molendo Sakombi a indiqué que ces documents constituent une avancée significative dans le processus des réformes foncières engagé depuis 2012. Pour la Commission nationale de la réforme foncière CONAREF, ceci est le résultat d'un travail de dur labeur. Ce document a été élaboré pendant plusieurs années où il y a eu la participation de beaucoup de membres de la communauté nationale, des experts de toutes sortes, et qui a été finalement validé dans un atelier national. Et c'est un document qui a été requis par le gouvernement. Et aujourd'hui, on l'a produit, on l'a remis au gouvernement qui l'a adopté à l'unanimité, ce qui est une très bonne chose. Ça nous a vraiment rendu heureux. Je ne peux qu'être content, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que contient ce document. On croit cet expert, la République démocratique du Congo disposait d'une politique foncière qui n'a jamais été définie dans un document. La production de cet outil est la raison d'être du processus de la réforme foncière car il réaffirme le principe selon lequel le sol est la priorité exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État. Quand on a adopté la loi de 1973, la politique foncière était contenue dans cette loi, mais elle n'était pas clairement énoncé dans un document précis disant voilà, nous pensons ça de notre foncier et nous pensons le gouverner de cette manière. Nous avons seulement produit une loi qui était une loi réactive parce que nous devions d'abord récupérer les terres qui avaient été spoliées à nos communautés locales. Il a fallu d'abord les récupérer toutes. Et cette loi de 1973, tout le monde sait qu'elle avait beaucoup de choses à mettre en application. Je remercie sincèrement le gouvernement pour cette adoption de ce document. C'est pour cela qu'il y a une autre tâche qu'il faut faire, c'est la vulgarisation, la diffusion le plus possible de ce document auprès de tous les membres de la communauté nationale. Signalons que la RDC disposera pour la première fois depuis 50 ans d'un instrument de politique foncière documenté en phase avec les enjeux actuels et les questions émergentes. Ces documents introduisent des innovations qui garantissent l'amélioration de la sécurité juridique de droits fonciers et immobiliers, le renforcement de la sécurité de la tenure foncière coutumière, collective et individuelle, la mise en place de la gouvernance forestière, la rationalisation du régime fiscal et le renforcement du régime de protection des terres. Des réactions autour du projet du gouvernement congolais de vendre aux enchères des 16 blocs pétroliers, dont au moins 9 dans l'écosystème sensible de la Kivu centrale. La soumission de ces projets au Conseil des ministres défraie toujours la chronique et partage l'opinion de certains experts du monde et de la République démocratique du Congo. En même temps que la République démocratique du Congo s'est engagée donc à co-organiser la COP27 qui aura lieu en Égypte en cette fin d'année. Nous ne comprenons donc pas que l'on puisse donc décider d'aller contre les engagements climat, que l'on puisse décider donc d'aller contre les initiatives qui visent à préserver le climat, qui visent donc à préserver l'environnement. Vous n'êtes pas sans savoir que nous dénonçons déjà des intentions d'exploitation du pétrole par certaines compagnies pétrolières au niveau de certain nombre de PAC en République démocratique du Congo. À en croire cet expert, la Kivu centrale est un complexe riche en tourbières et en biodiversité. Elle contient environ 30 gigatonnes de carbone, soit l'équivalent de 3 émissions mondiales de CO2. Avec ses forêts denses, la RDC est pourtant bien partie pour devenir pays des solutions qui produisait de nouvelles pollutions. C'est avec amertume que nous avons appris donc cette décision prise par le gouvernement congolais en Conseil des ministres le 8 avril dernier, qui a décidé donc de vendre aux enchères 16 nouveaux blocs pétroliers au niveau donc de son sous-sol. Nous regrettons amèrement cette décision parce que, en même temps que la République démocratique du Congo voudrait donc être
un pays solution, un pays donc champion en matière donc du leadership environnemental, de telles décisions viennent en contradiction. Selon les comptes rendus du Conseil des ministres du 8 avril, l'attribution des nouveaux droits d'hydrocarbures vise d'une part à améliorer les recettes de l'État, d'autre part à augmenter la production nationale qui doit quitter la zone modeste de 25 000 barils par jour. Les crédits carbone est une compensation financière que versent les pays industrialisés qui polluent l'environnement. Et ce sont les pays en voie de développement très avancés dans le processus de réduction des émissions grâce à leurs forêts qui en sont bénéficiaires. Pour les pays du Sud, ce sont des projets qui lient une activité forestière en parlant du reboisement ou de la conservation des stocks de gaz à effet de serre, avec la possibilité de mettre les unités de stockage de ces carbones, CO2, soit pour répondre aux objectifs de réduction obligatoires. Il est sans ignorer que tout pays engagé dans la mise en œuvre du mécanisme de réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts REDD+, est éligible au paiement basé sur le résultat dans les cadres de vente des crédits carbone. Pourtant, la RDC qui abrite la plus grande forêt au monde ne bénéficie pas encore du crédit carbone malgré son espace forestier qui constitue une solution au changement climatique. Les pays bénéficient de vente de son carbone forestier. Il faut voir sur les marchés. Déjà, notre pays a des soucis pour le démarrage du fonctionnement ou la mise en œuvre même du Fonds vert climat. Plusieurs de nos projets sont dans les pipelines au sein de l'administration du Fonds vert climat. Et les désordres qu'il y a avec nous, parce que le ministère des Affaires étrangères devait normalement s'impliquer. Et c'est ce que les gens parfois ignorent, que les négociations climatiques, ce sont des questions diplomatiques d'abord. La vice-primature de l'environnement et du développement durable, Eve Bazaïba, a au cours d'un échange démontré l'importance du carbone en RDC et a signalé que sa vente doit être de manière logique, surtout à créer une autorité de régulation. Parce que nous sommes en train de mettre en place l'autorité de régulation des crédits carbone. Personne n'aura le droit de vendre le carbone congolais sans que ça ne passe dans les registres carbone congolais, ça ne soit certifié au Congo et que seule l'autorité de régulation des marchés carbone l'amène au marché international. Il est donc temps que la République démocratique du Congo appuie sur les boutons de sa diplomatie environnementale avant de bénéficier de ces fonds qui peuvent relever les niveaux de son économie. En République démocratique du Congo, un nouvel établissement public va voir le jour. Il s'agit d'un guichet unique d'octroi du permis de construire, GUPEC. Placé sous la tutelle du ministre ayant l'urbanisme et habitat dans ses attributions, ces services publics aura pour rôle de rétablir une gouvernance urbaine efficiente grâce notamment au numérique afin d'organiser d'une manière optimale la délivrance du permis de construire en RDC. Ça, c'est un service public, c'est pour lutter contre la corruption, contre le coulage des recettes. Et ça va aussi faire en sorte qu'il y ait un temps record par rapport à l'octroi des dossiers. Parce que dans nos services, pour avoir par exemple les titres immobiliers, il faut faire 3-6 mois. Je pense que ces services devraient d'abord éclaircir à ce qui concerne le nombre de services, à ce qui concerne la durée de l'octroi des documents, à ce qui concerne, n'est-ce pas, les partages par rapport à cela. Ces experts en urbanisme et habitat ont recommandé à cette cellule de vulgariser ces services pour une meilleure compréhension par la population. Il faut qu'ils puissent afficher à l'entrée de leur bureau les services qui vont rendre à la population, les modalités d'octroi de versement, les modalités d'octroi des documents. Tout devrait être affiché pour permettre à la population qui va, n'est-ce pas, bénéficier de ces services, d'abord de lire et de comprendre ce qu'il doit payer et ce qu'il ne peut pas payer. Signalons que les projets de décret portant création, organisation et fonctionnement de cet établissement a été adopté au cours du 48e Conseil des ministres.
Le bilan des glissements des terrains de la province de KwaZulu-Natal en Afrique du Sud fait état de 341 décès et 4723 autres personnes touchées par des blessures et fractures à la suite des pluies diluviennes. L'épicentre de la catastrophe était la municipalité d'Itequini, sur le territoire duquel se trouve la plus grande métropole de la province d'Urban. La maison qui était là a été emportée par les eaux. Elle a glissé. La mère a survécu, mais le père est mort. Il y avait 2 enfants. On ne sait pas où ils sont. Depuis le 8 avril, sous l'influence des masses d'air froid de l'Antarctique, un cyclone survole l'Afrique du Sud. Plus de 6000 bâtiments administratifs et maisons ont été complètement ou partiellement détruits dans la province. De nombreuses routes et voies ferrées ont été emportées, des dizaines de ponts se sont effondrés. On a vu que les murs bougeaient, qu'ils glissaient vers le bas. Et le mur de la première maison a poussé le mur de la deuxième. La première a glissé, puis la deuxième aussi. Nous remercions les provinces qui nous ont aidés. On apprécie vraiment leur soutien humanitaire. Dans de nombreuses régions, il n'y a pas d'électricité, de communications mobiles et d'autres, et d'eau potable. L'éducation a été suspendue dans certaines écoles et certaines universités. De nombreux magasins et agences bancaires sont fermés. Les services météorologiques prévoient des nouvelles adverses dans le sud-est de l'Antarctique du Sud au cours du week-end à venir. Les opérations de sauvetage s'effectuent jusqu'à présent et le nombre de victimes des catastrophes pourrait augmenter. Plusieurs autorités du pays ne cessent de faire les déplacements sur les lieux pour s'acquérir de la situation. Le président du Sud-Africain, Cyril Ramaphosa, s'est rendu dans les zones les plus touchées durement de KwaZulu-Natal.